Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? Je sais que ce n'est pas facile parce que c'est complexe. Donc je suis Philippe Mérieux, moi à l'origine je suis un enseignant, enseignant de philosophie d'abord, enseignant du premier degré, instituteur ensuite, puis enseignant de collège, enseignant de lycée professionnel. J'ai créé dans les années 80 un collège expérimental et à cette occasion-là, j'ai été amené à travailler avec l'université qui évaluait notre travail pédagogique et les universitaires de Lyon qui supervisaient ce collège ont trouvé intéressant que je m'investisse dans la recherche. Je me suis donc investi tardivement dans la recherche universitaire. J'ai préparé une thèse d'État sur la question des interactions cognitives entre pairs, ou pour faire simple, le travail de groupe des élèves. Mais c'est pas simple, justement, c'est une question très compliquée. Et puis, je me suis intéressé à la formation des enseignants, à l'histoire des doctrines pédagogiques, à la pédagogie, et à la manière dont le discours pédagogique pouvait être compris, interprété, utilisé. Voilà. Si vous pouviez nous parler de Jacques Lévin. Jacques Lévin est un personnage très, très important pour moi. J'ai découvert son travail au tout début d'ailleurs de ma carrière, à l'occasion d'un livre qu'il avait publié avec un de ses collègues qui devait s'appeler Le lièvre et la tortue ou quelque chose comme ça, et qui posait la question du rythme d'apprentissage. Jacques Lévin était d'abord à l'origine un psychologue cognitiviste. Il avait travaillé avec Henri Wallon, et il s'était intéressé au développement cognitif des enfants, et il montrait dans ce livre à quel point l'école sous-estimait la singularité des parcours individuels. Or, moi j'étais en train de travailler à l'époque sur un autre concept qui était celui de pédagogie différenciée, mais qui rejoignait celui de Jacques Lévin, puisque j'essayais de montrer, à l'occasion d'une expérimentation pédagogique que j'avais lancée, que tous les enfants n'ont pas besoin nécessairement du même nombre d'heures dans chaque discipline d'apprentissage, ni même des mêmes méthodes, puisque dans le collège que j'avais initié, il n'y avait pas 3 ou 4 heures de mathématiques obligatoires pour tout élève de 6e. Un élève de 6e pouvait n'en faire qu'une, alors qu'un de ses camarades qui avait besoin d'en faire beaucoup pouvait en faire 8. Selon son besoin du moment, mais aussi selon sa disponibilité. Et Jacques Lévin validait en quelque sorte cela à travers des travaux de psychologie cognitive à l'époque, qui étaient extrêmement intéressants. Puis j'ai un peu perdu la trace de Jacques Lévin, jusqu'à ce que nous nous retrouvions autour de la question du handicap. Autour de la question du handicap, je m'intéressais beaucoup à l'époque à cette question parce que je formais des enseignants qui étaient chargés d'accompagner des enfants handicapés. Jacques Lévin s'était beaucoup intéressé à cela, et puis en tant que psychanalyste, puisqu'il était devenu psychanalyste à ce moment-là, il avait une approche que je trouvais extrêmement riche, extrêmement intéressante de ce handicap, qui était loin d'être une approche exclusivement réductionniste, avec un paradigme purement médical, voire un paradigme du corps-machine. Et j'ai côtoyé souvent Jacques Lévin. Nous sommes souvent rencontrés, nous avons organisé des colloques ensemble. J'allais le voir régulièrement à Paris, j'allais le voir personnellement, nous parlions beaucoup. Il avait une qualité d'écoute absolument extraordinaire et aussi une capacité de renvoyer à l'autre ce que l'autre pouvait dire d'intelligent, qui fait qu'on se sentait intelligent quand on discutait avec lui. Ensuite, j'ai collaboré avec lui en tant qu'éditeur. J'ai édité dans la collection que je dirigeais ses principaux ouvrages.
aussi bien ses ouvrages sur l'enfant philosophe que ses ouvrages sur le soutien au soutien, etc. etc. J'ai participé avec d'autres à l'AXAS, qui est l'association qu'il a montée pour précisément contribuer à faire connaître sa pensée, ses propositions et ses pratiques. Et aujourd'hui encore, au quotidien, j'utilise, y compris dans des formations avec des jeunes, des outils et des concepts qui me paraissent particulièrement pertinents. Il y a, par exemple, le concept d'espace hors menace, qui est un concept absolument fondamental chez Jacques Lévin, a été pour moi extrêmement important et utile. L'idée que pour que l'enfant apprenne, il faut qu'il soit dans un espace où il puisse prendre des risques, mais sans être menacé, ni par autrui, ni par lui-même. Ça m'est apparu quelque chose d'extrêmement éclairant. À un moment même, je butais dans mon travail sur un certain nombre de problèmes un peu philosophiques de l'apprentissage. Je butais sur le vieux problème d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, comment faire pour apprendre à jouer de la cithare, si ce n'est en jouant de la cithare, mais si on sait jouer de la cithare, c'est pas la peine d'apprendre à jouer de la cithare, etc. J'avais retrouvé cela chez Bergson, chez Jankélévitch, dont j'avais été l'élève, et j'ai trouvé chez Jacques Lévin une manière de formaliser quelque chose que je pressentais, à savoir que je ne peux jamais prendre le risque de faire quelque chose que je ne sais pas faire à la place de l'autre, mais je dois faire en sorte que l'espace éducatif lui donne la possibilité de le faire sans qu'il soit menacé. Menacé d'être humilié, menacé d'être moqué, menacé y compris par ses propres pulsions. Et donc je dois construire cet espace hors menace, et ça m'est apparu très pertinent, ça, pour comprendre le fonctionnement d'une classe. Je voyais des classes où les enfants n'étaient pas hors menace, où les enfants ne pouvaient pas s'engager dans quelque chose de nouveau qu'ils ne savaient pas faire, où les enfants ne pouvaient pas s'engager à écrire de la poésie s'ils n'aimaient pas la poésie ou s'ils ne savaient pas ce que c'était que la poésie, parce qu'ils craignaient d'être sanctionnés, humiliés, brutalisés par des camarades, etc. Je voyais des classes où les enfants étaient traumatisés par leur propre échec et où ils ne voyaient pas que l'échec était un outil pour réussir, quelque chose sur quoi ils pouvaient s'appuyer pour réussir. Le concept d'espace hors menace m'est apparu comme très très pertinent pour définir ce qui est une condition absolument essentielle d'une situation pédagogique. Une situation n'est pédagogique que si elle est un espace hors menace qui permet à des gens de s'engager dans l'inconnu, dans ce qu'ils ne savent pas faire, dans ce qu'ils n'ont jamais tenté de faire, dans ce qui les inquiète, voire dans ce qui les effraie. Ils peuvent s'engager là-dedans parce qu'ils savent qu'ils sont protégés. Et que l'adulte, figure tutélaire, a conçu un espace qui fait que s'ils se trompent, s'ils bafouillent, s'ils échouent, s'ils n'y arrivent pas tout de suite, s'ils sont ridicules même, l'adulte est là pour garantir son intégrité physique et psychique. Donc cette notion d'espace hors menace me semble essentielle. Elle me semble une des conditions pour que ce que propose Rousseau, par exemple, dans Les Milles, quand il dit « jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien », ce tout faire en ne faisant rien a souvent été interprété comme de l'abstention pédagogique. Et la notion d'espace hors menace chez Jacques Lévin est intéressante parce que elle n'est pas de l'abstention, c'est de l'action, créer un espace hors menace. Mais c'est une action qui laisse la place à l'action de l'autre. Je ne vais pas pour autant me substituer à celui qui agit ni agir à sa place.
Parce que je ne peux pas apprendre à nager à la place de quelqu'un et je ne peux pas apprendre les mathématiques à la place de quelqu'un. Il faut que ce soit lui qui décide d'y aller. Il faut que ce soit elle qui décide d'y aller dans la lecture, dans la poésie, dans les mathématiques, dans l'histoire, dans quoi que ce soit. Mais je dois créer un espace qui lui permette d'y aller parce qu'il ne se sentira pas menacé dans son intégrité physique et psychique. Et ça, c'est quelque chose de très très important et Jacques Lévin donne à ça une dimension suffisamment importante pour que, d'une certaine manière, on puisse repenser très largement la plupart des situations pédagogiques à la lumière de cela. Et puis il y a des tas d'autres idées qui me sont chères dans ce qu'il dit. Moi j'ai beaucoup réutilisé dans mes travaux la notion d'écoute tripolaire. Jacques Lévin développe cette idée d'écoute tripolaire en montrant très justement que très souvent, les enfants ont trois types d'interlocutions en face d'eux. Il y a les adultes qui les plaignent, en disant « mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu es malheureux, si tu as fait ça, tu n'es pas vraiment responsable, c'est parce que tu as des problèmes, tes parents ne t'aiment pas suffisamment, ou tu as eu des accidents, ou tu as un passif sociologique trop lourd ». C'est-à-dire toute cette écoute qui entend ce que Jacques Lévin appelle le moi accidenté. Et il dit, il faut avoir cette dimension de l'écoute. Et il dit, il y a une deuxième dimension de l'écoute, c'est celle de celui qui juge, et qui juge en s'érigeant comme le seul légitime à redresser les torts pour que la justice règne. Et puis, il y a celui qui essaye de fournir une nourriture intellectuelle. Et il montre que ce qui fait problème dans l'éducation, c'est que très souvent, les trois sont séparés. Qu'on pratique d'un côté une compassion bienveillante, d'un autre côté un jugement moralisateur souvent cassant et brutal, et puis d'un autre côté, le troisième, on enjoint l'individu à se prendre en charge, à se prendre en main et à aller vers des choses nouvelles, des apprentissages, etc. Il y aurait en quelque sorte trois grandes figures là qui seraient le confesseur avec ses formes contemporaines qui pourraient être du côté du thérapeute, le policier, le juge qui s'érige en défenseur de l'ordre établi, et puis le maître, l'enseignant qui transmet le savoir. Et ce que montre Jacques Lévin, c'est qu'il n'y a rien de pire pour l'équilibre d'un enfant que cette séparation entre ces trois personnages qui se disputent l'hégémonie sur lui. Et que l'écoute tripolaire, ça consiste, et c'est absolument central dans l'acte pédagogique, à la fois être capable d'écouter le moi accidenté. Tous les sujets sont accidentés et il faut être capable de les écouter. Mais il faut être capable aussi, en tant qu'adulte, de dire quand un comportement compromet une action collective et remet en question le fonctionnement ou affecte ou atteint à la dignité des autres. Donc, et il faut aussi être capable de permettre à l'autre de se projeter vers un futur différent de son présent. Et cette capacité de combiner une écoute du moi accidenté, une attitude responsable d'un adulte qui est quand même garant, sinon d'un ordre social, du moins d'un ordre public, hein, et d'un enseignant qui est là pour aider à grandir, cette unité entre ces trois attitudes, Lévin l'a formalisée d'une manière qui me paraît absolument fondamentale et qui mérite d'être plus que prise en compte, qui mérite d'être vraiment très travaillée. Moi, je connais beaucoup d'établissements scolaires ou de lieux où je connais même des familles où les adultes se sont répartis les rôles. Hein, il y a celui qui écoute dans la compassion, il y a celui qui
redresse les torts et qui incarne la justice, et il y a celui ou celle qui s'efforce de proposer un futur. Il y a une espèce d'assistante sociale d'un côté, de policier de l'autre, et d'enseignant du troisième. Et l'enfant est brinque-ballé, et il ne peut pas trouver son unité, parce que l'unité, c'est précisément ce processus d'individuation, pour reprendre un terme qui lui appartient à Bernard Stiegler, ce processus d'individuation, l'enfant ne peut se construire que si l'adulte, chacun des adultes, assume ces trois rôles dans leur complexité et dans leur imbrication réciproque. Et puis alors, Jacques Lévin a aussi, bien sûr, développé, et je trouve cela très très bien, des dispositifs particuliers, deux dispositifs qui me semblent tout à fait fondamentaux, les ateliers de réflexion sur la condition humaine, l'Arche bien sûr, les Arches, et puis les groupes de soutien au soutien. Et dans un cas comme dans l'autre, les dispositifs destinés aux enfants, les ateliers de réflexion sur la condition humaine, il a explicité d'une manière assez détaillée comment faire fonctionner cela, sans naïveté, sans spontanéisme, ni angélisme. Il dit très bien que il faut des règles, il faut que l'adulte les fasse respecter, etc. Il ne s'agit pas simplement de mettre les enfants autour d'une table et de leur dire « exprimez-vous », hein, parce qu'à ce moment-là, on obtient exactement l'inverse. Comme il se passe n'importe quoi, on dit qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer, donc ils ne s'expriment plus. Hein. Donc il a formalisé cela, et je crois qu'on a puisé là-dedans, en le mettant en interaction avec les autres travaux sur la philosophie pour enfants, bien sûr. Et puis il a formalisé les groupes de soutien au soutien, qui sont, à mon avis, très originaux, parce que c'est une adaptation, mais vraiment, c'est pas un décalque, c'est une adaptation intelligente des groupes Balint qui existaient dans la médecine, que Jacques Lévin avait connu en médecine, et qu'il a appliqué aux situations éducatives. Là encore, avec des protocoles précis, il ne s'agit pas de laisser les gens s'épancher entre eux pendant des heures, sans qu'il y ait de régulation, ni d'aide à l'expression et à la résolution des problèmes. Il y a des protocoles précis, et dans ces deux cas, que ce soit les groupes de soutien au soutien, que ce soit les ateliers de réflexion sur la condition humaine, les dispositifs qu'il a conçus, élaborés, qu'il a formalisés avec l'aide de ses collaborateurs et collaboratrices, me semblent toujours extrêmement féconds. J'ajoute que c'était une personne d'une fabuleuse culture artistique en particulier. Il se donnait des impératifs, il visitait à peu près toutes les expositions et toutes les galeries, il était d'une finesse d'analyse, c'était aussi quelqu'un qui adorait la musique, c'était quelqu'un qui avait une ouverture culturelle extraordinaire. Et je pense que pour un psychanalyste, cette ouverture culturelle est fondamentale, et elle, si je peux me permettre de dire, elle est un bon contrepoint à la tentation ou à la dérive narcissique de toute clinique. La clinique a souvent tendance à ne se centrer que sur le moi, que sur les aléas du moi, et parfois d'une manière narcissique. Cette ouverture à l'expression artistique, elle est une manière de ne jamais oublier l'émergence de l'altérité et de garder cette dimension anthropologique à la clinique, qui tenait très à cœur à Jacques Lévin. Jacques Lévin était un cognitiviste au départ, un clinicien, un psychanalyste, un philosophe, et probablement ce qui fait l'unité de tout ça, c'est l'anthropologue. C'est un anthropologue, c'est quelqu'un qui a réfléchi au fond sur ce qui est au cœur de l'humain
et ce qui fait que l'humain peut devenir moins inhumain. Voilà.